Je suis photographe de formation. Avant d'être photographe, j'avais une première vie. Je travaillais dans l'industrie et dans l'agroalimentaire. Pas sur des postes de communication, plutôt sur de la production et les services qualité. Et puis, j'ai fait un changement de métier. J'ai commencé par la photographie. Assez rapidement, mes clients m'ont demandé, comme aujourd'hui pour tous mes confrères photographes, de produire de la vidéo. Donc j'ai basculé déjà en vidéo. Et puis Vidéo 360, qui est un média qui est assez nouveau. Sur la vidéo 360, je me suis rendu compte que c'est un média qui avait un vrai intérêt pour nos secteurs, si je prends ça de façon un peu large, agriculture, industrie, agroalimentaire et toutes les industries connexes. La question qu'on peut se poser, c'est la vidéo 360, il y a eu un petit buzz qui a commencé il y a à peu près 2 ans et qui s'est poursuivi de façon fluctuante. Et du coup, on peut se poser la question de savoir si, finalement, pour le communicant, c'est une espèce d'Eldorado qui se profile avec un nouveau média qui semble être plus engageant pour les cibles visées, ou si finalement, c'est un média qui aura un avenir similaire aux autres médias et ce ne sera qu'un outil parmi d'autres. Je vais essayer dans cette présentation de partir un petit peu des débuts de la 360 et de la réalité virtuelle. Je vais parler des 2 termes. Et puis, on va passer assez rapidement sur des aspects techniques. Je vous donnerai quand même des notions clés. L'idée, c'est surtout que vous puissiez, si vous avez à vous engager dans ce type de projet, avoir au moins quelques notions clés en tête et de comprendre un peu les interlocuteurs que vous aurez en face. Donc, je ne suis pas là pour vous parler de mon travail en 360. Je vais vous montrer des exemples, mais que j'aurais pris un petit peu partout sur Internet pour vous montrer des choses diversifiées. Et l'idée, c'est que vous ayez un petit panel. Voilà. Et puis, si jamais je déborde en temps, Pierre me rappellera à l'ordre assez rapidement. La réalité virtuelle, alors quand on parle de vidéo 360, on a souvent 2 termes qui viennent, vidéo 360, réalité virtuelle. Les 2 termes peuvent être utilisés de façon un peu similaire pour désigner des mêmes outils, des mêmes médias. Je vous expliquerai après coup la différence entre les deux. Pour commencer, on va assimiler un peu les 2 termes et je vous montrerai en quoi les 2 diffèrent et pourquoi souvent mes confrères qui produisent de la vidéo 360 peuvent être plus ou moins à cheval sur les 2 termes. La réalité virtuelle, les débuts, alors c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, en fait, depuis très longtemps, c'est une gravure qu'on retrouve sur une grande encyclopédie en ligne. Depuis très longtemps, en fait, on cherche à reproduire le monde, en tout cas à reproduire la sensation d'être dans le monde et d'avoir notamment des sensations de profondeur, de relief, quelque chose qui soit plus réel, plus immersif que ce qu'on a avec une gravure ou avec une photographie. Donc ça, c'est un exemple ancien en fait, de système de stéréoscopie où on avait 2 images et on avait une première perception d'une profondeur des images. Donc ça, c'est les tout débuts auxquels on peut remonter. Pour être plus récent, l'historique de la réalité virtuelle et de la vidéo 360, c'est assez récent. Ça fait très longtemps que ça existe, mais pendant très longtemps, en fait, la réalité virtuelle, la vidéo 360, que ce soit en image réelle ou en image de synthèse, c'était quand même cantonné à des travaux de recherche, à des applications industrielles très spécifiques et globalement à des très très gros budgets de production. Et ce qui a changé, c'est que depuis 2, 3, 4, 5 ans, les budgets d'abord sont devenus plus accessibles, les techniques ont énormément évolué et il y a eu un début d'explosion de la production de ce type de médias. Quand je parle d'historique, il faut savoir que aujourd'hui, dans les producteurs de réalité virtuelle, de vidéo 360, des gens qui ont 2 à 3 ans d'expérience dans ce domaine se considèrent comme ayant une expérience importante. Donc on n'est pas du tout sur ce qu'on connaît sur d'autres domaines, où effectivement, dans les autres domaines de l'image, voilà, les gens qui ont beaucoup d'expérience, c'est les gens qui ont 15, 20 ans, 30 ans de métier. On ne parle pas de ça pour la réalité virtuelle. Aujourd'hui, quelqu'un qui a entre 1 an et demi et 3 ans d'expérience, c'est quelqu'un qui est déjà un peu ancien dans le métier. Et il faut savoir que les techniques évoluent très vite. Jusqu'il y a peu de temps, on avait à peu près une sortie de nouveaux matériels, nouveaux logiciels, etc., tous les 3 mois. C'était un peu compliqué à gérer parce que tous les 3 mois, avoir une nouvelle technique sur laquelle il y a un gros saut technologique, personne n'arrivait à suivre. Alors ça s'est un peu calmé depuis 6 mois, 1 an, ce qui est une bonne chose. Ça permet d'envisager les choses un peu plus sereinement. La base de la vidéo 360 et de la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est de représenter la totalité du monde qui est autour de soi. On n'est plus sur une image où on va représenter
un angle, un axe, mais on va montrer tout ce qui est autour. Le haut, le bas, ce qui est devant, derrière moi, à gauche, à droite, etc. Les autres items, ça je vais vous le détailler, il y a plein de formes de vidéo 360, de médias de réalité virtuelle, et je vais vous détailler ça un petit peu après. Ce qui est important, c'est que la vidéo 360, la réalité virtuelle, c'est basé sur le principe d'immersion. Et le principe d'immersion, c'est finalement de se retrouver qu'un média nous amène à être entouré par des images et des sons. Alors des images, ça peut être de l'image fixe, de l'image animée, ça peut être de l'image réelle, donc de la vidéo, de la photo, ça peut être de l'image de synthèse, du dessin, et puis des sons pour créer un environnement réaliste et amener en fait notre cerveau à être leurré, à nous faire penser qu'on est dans un autre lieu, dans un autre espace. Ce principe d'immersion, il est plus ou moins important suivant le dispositif qu'on utilise pour visionner le film, la vidéo, le média qu'on regarde. Je vous passerai tout à l'heure sur les dispositifs de visionnage, parce que ça semble très anodin, mais sauf qu'en vidéo 360, en réalité virtuelle, ça va conditionner beaucoup de deux choses. C'est d'abord justement cette immersion du spectateur, et puis la deuxième chose, ça va quand même conditionner le budget, ce qui n'est pas totalement négligeable. Ensuite, il y a la question de l'interactivité. Quand on est sur ce type de média, on peut avoir deux approches. Soit avoir une approche, une vidéo, un média qui est très linéaire, un petit peu sur un principe du montage classique qu'on a sur du film audiovisuel traditionnel. Et on peut avoir de l'interactivité. L'interactivité, c'est finalement que le spectateur ait à un moment un choix dans la narration, puisse finalement visionner une séquence ou une autre, puisse avoir en quelque sorte une action sur ce qu'il voit. Et puis, cette vidéo 360, la réalité virtuelle, ça on en reparlera, ça a une forte emprise émotionnelle. C'est toujours étonnant pour des gens qui n'ont jamais vu de vidéo 360, quand ils regardent ça, s'ils regardent une vidéo qui est bien réalisée, qui est belle, qui est immersive, où on a du son, quand ils la regardent au casque, eh bien, beaucoup de gens sont souvent très surpris par finalement l'impact que ça a et ce fait de se trouver transporté dans un autre lieu. Autant quand on regarde ça sur un smartphone, sur un ordinateur, on a beaucoup moins cet impact. Mais par contre, quand on est sur des vrais dispositifs immersifs, cet impact émotionnel, il est vraiment présent, il est vraiment là, et avec cet effet de présence, cette impression qu'on est vraiment transporté. Je vous parle de vidéo 360, mais je vais quand même vous montrer un premier exemple. Donc j'ai essayé de prendre un certain nombre d'exemples, tous tirés de nos secteurs. Je vous montrerai quand même, je vais quand même vous montrer, pour prendre le contre-pied de ce que je viens de vous dire, évidemment, un ou deux films, on va dire, de ce qu'on peut voir sur les autres secteurs et de ce qu'on peut voir habituellement. Alors, ils sont évidemment montrés à plat, puisque là, on n'a pas de moyen d'être immersif. Donc, quand on consulte une vidéo 360 à plat, par exemple sur un navigateur, sur YouTube, sur Vimeo, etc., c'est par la souris, en fait, qu'on peut évidemment se déplacer dans l'espace et regarder tout autour de soi. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on a souvent sur de la vidéo grand public. Là, on est sur le National Geographic, qui a des vidéos des productions de grande qualité. Et comme vous le voyez, évidemment, vous devez déjà être habitué à ça, parce que voilà, quand même beaucoup de gens consultent déjà ce type de médias, mais on a la totalité de l'environnement qui est accessible. En haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Là, on est sur des productions qui sont qualitatives. D'abord, les lieux filmés sont toujours assez étonnants, c'est ce qui fonctionne bien. Évidemment, on peut regarder ça au casque et on aura un vrai sentiment d'immersion parce qu'on ne voit pas la caméra. La post-production est faite pour que voilà, on oublie tout le côté technique et qu'on se retrouve vraiment plongé dans cet environnement. Alors, ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, on va dire, ce qui est fait aussi, c'est par un certain nombre de grands groupes médias, on commence à avoir du reportage immersif, notamment pour faire découvrir des lieux qui ne sont pas accessibles, des choses un peu extraordinaires. Là, on a la BBC qui propose un reportage sur une visite de Buckingham Palace, dans des conditions privilégiées, puisqu'on peut voir un petit peu partout. Alors,
on voit que la BBC n'oublie pas son petit logo. Voilà, ça fait partie des reportages assez classiques. On a ça, la BBC fait ça, le New York Times en a fait, France Télévisions fait aussi ça sur du reportage 360. Voilà. Je vais passer parce que ce sont des exemples rapides d'illustration. Dans l'historique du média, il faut voir que les premiers qui ont fait de la vidéo 360 pour faire de la réalité virtuelle, c'était les grandes marques. Généralement le luxe, pour des raisons de budget. Alors une vidéo 360, je vous ai montré des exemples. Globalement, ça se présente comment? Souvent, si jamais vous recevez un fichier de vidéo 360, vous le regardez dans un lecteur vidéo classique, vous allez avoir un truc qui ressemble à ça. Un rectangle. Et alors là, ce qui est perturbant, c'est que le rectangle, en fait, ça montre la totalité de l'espace. Alors c'est juste pour que vous compreniez bien. Là, ce qu'on a à gauche, c'est la même chose que ce qu'on a à droite. Tout ce qu'on a en haut, en fait, ça décrit tout le dessus. Le bas, même chose, ça courbe. Et donc là, on voit le haut, le bas, la gauche, à droite, le devant, le derrière, etc. sur une seule image. Alors c'est un peu perturbant quand on le voit comme ça. Le principe, il est simple, c'est la même chose que ce à quoi on est habitué quand on était collégien, lycéen. Le principe de la map-monde et de la planisphère. En fait, ce que je vous ai montré juste avant, c'est comme une planisphère. Et si jamais vous le remettez en rond, ça vous donne l'équivalent du map-monde. Simplement, sur une planisphère, il y a une déformation des différentes zones. Une vidéo 360, ça revient, par rapport à cette image, à remettre ça sous forme du map-monde et à se trouver au centre. Voilà. Donc finalement, on est sur quelque chose d'assez simple. Ce que je vous ai montré rapidement, c'est qu'on peut avoir deux types de choses. Alors, les termes sont pas forcément tous très parlants, mais globalement, on peut être soit sur de l'image réelle, on filme un environnement réel, soit sur de l'image de synthèse, soit sur quelque chose de mixte, et puis soit on a de l'image précalculée, soit de l'image temps réel, ça on va passer, je vous expliquerai après pourquoi. Un point qui est un petit peu technique, mais il faut juste comprendre, parce que c'est perturbant quand on voit de la vidéo 360, c'est ce qu'ils appellent du 3 degrés de liberté, et vous verrez après du 6 degrés de liberté. Quand on a un casque de réalité virtuelle, ou un téléphone, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Souvent, quand je donne un casque de réalité virtuelle avec un film à quelqu'un pour visionner, sa première réaction, c'est qu'il va le mettre. Puis souvent, si l'immersion est bonne, et souvent ça se produit, la personne va avoir tendance à avancer, ou à bouger à gauche, à droite, ou à tendre la main. Et en fait, quand on est sur un casque, alors ça, c'est pas le bon exemple, mais on va dire sur celui-là, qui est un modèle très courant, on a en fait du 3 degrés de liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tourner la tête. Alors dans tous les sens, hein, gauche, droite, haut, bas, comme ça. Mais par contre, on est obligé de rester fixe. Ça a une conséquence, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière les objets. On a un seul point de vue. C'est pour ça que c'est déroutant au démarrage pour les gens, parce qu'ils regardent et puis ils disent, enfin, leur cerveau est trompé, puis très rapidement ils se disent, mais tiens, finalement, si je vois tout l'environnement, si je me déplace, je vais voir ce qui est derrière. Et puis, non, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, sur la partie vidéo, les productions sont faites sur ce modèle-là, sur du 3 degrés de liberté. On a un point de vue, qui est le point de vue de la caméra, et puis on va voir tout l'environnement à partir de ce point de vue, mais par contre, on ne peut pas bouger dans l'espace. Le deuxième modèle, c'est le modèle à 6 degrés de liberté. Le principe de ce modèle, globalement, c'est qu'on peut se déplacer, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, à la fois, on a toujours ces mouvements de rotation, et on peut toujours tourner la tête à gauche, droite, au bas, etc. Mais on peut se déplacer à gauche, à droite, se décaler, on peut avancer, reculer, et on peut se baisser ou monter. Et qu'est-ce que ça change? Finalement, si on se déplace à gauche, à droite, faites l'expérience si jamais vous regardez la cafetière, évidemment, si je me déplace à gauche ou à droite, je vois derrière l'objet ce qui ne se passait pas si jamais je reste au même point de vue. Ça, aujourd'hui, le principe sur 6 degrés de liberté, en vidéo, on ne peut pas le faire. Alors, on n'est plus sur de la vidéo 360, on est sur de la, soit en photo, soit en vidéo, sur de la photogrammétrie, de la vidéogrammétrie, sur la production courante, à moins de tomber dans des budgets hollywoodiens. On ne peut pas gérer ce type de choses parce que ça consisterait à capter la totalité d'un environnement en temps réel à chaque seconde, chaque microseconde, à produire des volumes de fichiers absolument phénoménaux. Et surtout, techniquement, on ne sait pas encore le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas placer, si on place une caméra pour avoir le point de vue derrière l'objet, évidemment la caméra, on la voit, etc. Enfin, ce serait quelque chose de très compliqué. Donc ça se fait, mais pour de l'image de synthèse. Ça se fait notamment en jeux vidéo, ça se fait pour des parcours en images de synthèse, mais en image réelle, en vidéo, on ne peut pas encore le faire.
Un autre petit point technique, c'est la question de la monoscopie ou de la stéréoscopie. C'est pour comprendre aussi ce que peut vous proposer un producteur de vidéo 360 ou de film en réalité virtuelle. Le principe de la monoscopie, vous êtes dans une sphère en 360, mais ce que vous voyez, c'est plat. Alors à gauche, c'est ce qu'on a sur notre téléviseur ou sur un écran de ciné, donc ça on est très habitué. On a une image, on la regarde, c'est la monoscopie, les deux yeux voient la même chose. Et dans la vidéo 360, c'est la même chose. On est dans un casque, mais en fait, les deux yeux voient la même chose, donc on n'a pas de sentiment de profondeur. On voit une image plate, on est vraiment au centre de la map monde et on voit la map monde plate de l'intérieur. L'autre technique qui existe, c'est de la stéréoscopie, qui va être appelée plus ou moins improprement de la 3D, mais c'est la technique qui donne la sensation de profondeur. Si vous avez déjà vu ce type de choses, c'est ce qu'on avait par exemple en photographie au 19e, début du 20e, quand on avait, et même on avait ça dans les années, je crois qu'ils avaient refait ça dans les années 50-60, on avait des petits dispositifs où on avait des photos stéréoscopiques avec une photo différente pour chaque œil et où on avait cette impression d'avoir différents plans dans l'image. Aujourd'hui, on a des techniques qui sont plus évoluées et du coup plus réalistes, mais le principe est le même. L'œil gauche et l'œil droit ne voient pas la même chose, donc on a cette sensation de profondeur. Ça ne veut pas dire qu'on peut se déplacer dans l'image. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Simplement pour ne pas confondre la question, cette idée de « je me déplace dans l'image », qu'aujourd'hui on ne peut pas faire en vidéo, et c'est de la monoscopie ou c'est de la stéréoscopie, donc j'ai une impression de profondeur ou pas. Maintenant, il faut bien prendre un peu de recul là-dessus en se disant que, justement, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir cette sensation de profondeur, d'avoir de la stéréoscopie, qui est plus compliqué à produire, qui coûte plus cher, pour avoir une vraie immersion. Ce que rappelait un des spécialistes de la réalité virtuelle, M. Fuchs, qui était si je ne dis pas de bêtises, à l'école des mines, voilà, c'est que l'immersion, on l'a depuis très longtemps avec le cinéma. Et le cinéma, on regarde un écran plat. Et c'est le propos et le fait que la narration est impliquante qui fait qu'on a une bonne immersion. L'immersion, je vous l'avais dit, c'est fonction du dispositif du visionnage, donc ça on le reverra. C'est fonction de l'interactivité. On disait, on peut avoir une vidéo qui est linéaire, et puis on peut avoir de l'interactivité. Je ne vous montrerai pas d'exemple d'interactivité parce qu'on ne peut pas gérer l'interactivité sur les lecteurs vidéo classiques type YouTube, Vimeo, où j'ai récupéré la plupart des exemples que je vous montre aujourd'hui. Mais l'interactivité, c'est très bien parce que ça donne un choix au spectateur. Ça lui permet de se dire qu'il va aller, j'ai une visite d'usine. Le spectateur, s'il peut choisir d'aller dans la salle de production ou dans la salle de conditionnement, on a de l'interactivité, c'est un côté ludique, c'est un côté intéressant. Par contre, l'interactivité, elle a un inconvénient, c'est que ça peut faire décrocher de l'immersion. Dès lors qu'il y a de l'interactivité, il va falloir utiliser une manette, aller cliquer sur un endroit à travers le casque, viser une petite cible, etc. Et du coup, la personne qui était immergée, à nouveau se rend compte qu'elle a un casque sur les yeux, qu'elle a une manette, qu'il y a un dispositif technique. C'est un peu la contrepartie. Et pour l'immersion, ce qui est important, c'est le son. Parce que le son, c'est la moitié du travail en réalité virtuelle. Pour leurrer le cerveau, le son a autant d'importance que l'image. L'interactivité, bon, je vous l'ai expliqué, hein, l'exemple le plus parlant, c'est la question de bifurcation dans la narration. L'impact émotionnel, on en a parlé, l'immersion, quand on consulte de la vidéo 360 sur un dispositif de visionnage qui est immersif, type casque, on a une forte emprise émotionnelle. Alors ça a une contrepartie, c'est que le cerveau étant leurré, on peut avoir, et on pouvait avoir par le passé, des petits inconvénients à regarder de la vidéo 360 et des médias en réalité virtuelle, qui était en fait l'équivalent du mal de mer. Ils appellent ça le motion sickness. C'est quoi? C'est votre cerveau, finalement, voit une image. Alors ça se passait beaucoup sur des images animées. Vous voyez, par exemple, je ne vous en ai pas mis, mais vous avez des gens qui tournaient des séquences en réalité virtuelle, enfin en vidéo 360, dans des montagnes russes. Et alors ça, vous regardez ça au casque, c'est terrible. Votre cerveau sent que votre corps est immobile. Donc c'est comme sur un bateau. Hein. Vous sentez que ça bouge d'un côté, mais l'image est fixe, etc. Il y a une discordance, et on a une sensation de mal de mer, de motion sickness. Alors, ça aujourd'hui, les gens qui produisent de la vidéo 360 ont compris ce qui provoquer du motion sickness, et une vidéo bien faite ne doit pas amener de sensation d'inconfort. Mais par contre, des gens qui ont essayé il y a 2-3 ans, le gros inconvénient, c'est qu'ils ont pu rester sur cette sensation de se dire « Ah oui, mais moi, le casque, la réalité virtuelle, la 360, ça me rend malade, donc je ne veux plus y toucher ».
Il faut savoir qu'aujourd'hui, les dispositifs sont bien meilleurs, de visionnage sont bien meilleurs que ce qu'on avait il y a 2-3 ans. Et du coup, on ne doit plus avoir ce type de choses. En communication, un des points qui est toujours important, c'est de se dire, en fonction de la manière dont ça va être consulté, il faut que le spectateur, à aucun moment, n'ait de risque d'avoir de sensation d'inconfort. Parce qu'on est pour valoriser le message d'une entreprise, et surtout pas pour qu'il y ait un historique d'expérience désagréable. Les bonnes pratiques de visionnage, c'est une anecdote, mais le spectateur, quand il regarde, notamment à travers un casque, on a dit qu'il y a une forte emprise émotionnelle, mais du coup, il y a une fragilité. C'est important quand il y a une expérience 360 ou une expérience de réalité virtuelle que ça se passe bien pour la personne. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord un aspect sécurité, c'est quand vous regardez un casque, vous ne voyez pas l'environnement. Donc ce qu'il faut, c'est éviter de se cogner, de tomber, etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Mais surtout, on ne s'amuse jamais quand quelqu'un regarde de la 360, de la réalité virtuelle, notamment au casque, à influer sur lui, le pousser, le taper. Moi, j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit, moi, je ne mets pas un casque, j'ai essayé une fois, et quelqu'un, pour rire, m'a donné un petit coup. Et la femme qui m'a raconté ça m'a dit, ça a été horrible. Je ne savais plus où j'étais, et j'ai mis 3 heures à m'en remettre, et je ne veux plus revivre ça. Et ça paraît totalement anodin, mais c'est vraiment ce côté impact émotionnel. Quand quelqu'un visionne, il faut qu'il le fasse dans de bonnes conditions, qu'il ne soit pas interrompu. Et de la 360, il y a une phase où on s'accoutume au film, on se met dans l'ambiance et on commence à s'immerger. Et puis quand on finit, il faut que ça finisse tranquillement et que la personne puisse revenir dans le monde réel. Et la même chose quand on est en train de regarder un film, il faut que ça se passe bien et ça, c'est très important. On va passer rapidement sur quoi la diffuser, mais vous verrez que ce n'est pas si anodin. Sur quoi on peut regarder de la 360 ? Alors, un truc très simple que tout le monde a, et c'est pour ça que ça a commencé à se démocratiser, c'est le smartphone. Alors, on peut regarder de deux manières, soit à plat. Vous avez un smartphone, vous mettez l'appli YouTube ou Vimeo, vous mettez une vidéo 360, et puis vous bougez comme ça. Alors, soit vous pouvez le faire au doigt, hein, mais ça, c'est déjà ce qu'on fait sur un ordinateur. C'est pratique, mais c'est pas le plus... Mais vous avez un gyroscope, donc quand vous bougez comme ça, votre smartphone reconnaît votre mouvement, et puis l'image suit. Donc ça, c'est le premier moyen. Ça peut être smartphone, ça peut être tablette. Alors c'est quelque chose à ne pas négliger parce que finalement, une des grosses utilisations aujourd'hui de la 360 en communication, c'est via les réseaux sociaux. Ça va être via Facebook, qui a son player 360 qui est intégré directement chez eux. Ça va être via YouTube, via Vimeo. Ça peut être directement intégré en HTML sur un site web d'entreprise. Mais globalement, ça a l'avantage, c'est qu'on sait que les spectateurs, le public qu'on vise, tout le monde va avoir un smartphone. Donc c'est quelque chose de très simple. Et on a aussi autre chose, c'est que les exigences de qualité, je ne parle pas de narration et de contenu, mais sur le plan purement technique, on a évidemment une exigence de qualité en taille d'image, etc., netteté, qui est moins importante sur un smartphone que lorsqu'on va regarder au casque ou sur un gros dispositif immersif. Donc c'est aussi une approche à avoir en raisonnant par rapport au budget. Une petite déclinaison, c'est ce type d'accessoire qui est prévu pour mettre sur un smartphone. Quand vous avez un player type YouTube, etc., il peut vous proposer, pour que ce soit un peu plus immersif, de séparer l'écran en deux images, alors soit identiques si c'est de la monoscopie, soit différentes si c'est de la stéréoscopie. Et quand vous avez ce type d'accessoire, vous pouvez voir, chaque œil va voir l'image, et finalement c'est un petit peu plus immersif que ce qu'on a simplement en consultant à plat. Alors, on n'est pas isolé dans l'environnement, mais c'est un truc qui marche pas mal. Ça, c'est une boîte française qui fait ça, qui est à Lille, au Mido. C'est un petit avantage, c'est que ça peut être personnalisé au logo d'une entreprise. Donc, par exemple, pour un événementiel, pour une opération ponctuelle, avoir à la fois de la vidéo 360 et puis prévoir sur un événementiel d'offrir ça vaut quelques euros, d'offrir aux gens qui participent à l'événement ce petit type d'accessoire, voilà, c'est assez ludique, ça ne coûte pas très cher, et finalement, c'est assez sympa. Puis ça fait un souvenir aux couleurs de l'entreprise. La version un petit peu plus grosse, c'est ce type de choses, qui sont les premiers systèmes qu'il y a eu, c'est en fait un casque, un petit système optique où on glisse un smartphone dedans, on glisse le smartphone là, on referme, et puis après ça, on regarde. Alors ça marche plutôt pas mal, sauf pour les porteurs de lunettes, où souvent les fabricants de casques ont juste oublié une chose, c'est que regarder au travers de ce genre de choses, ça ou ça, sans lunettes, ça va quand on a une correction très simple, mais
moi je suis myope et astigmate, ben, ça marche jamais. J'ai jamais une sensation de netteté. Donc, ça marche pas mal, c'était pas très cher. Bon, globalement, c'est plus forcément les dispositifs qu'on va utiliser, mais c'est notamment ce genre de choses qui a permis de développer beaucoup la VR vis-à-vis du consommateur. Ça, vous en voyez beaucoup, par exemple, au Salon de l'Agriculture, il y avait plein de... Enfin, j'ai dû compter l'an dernier une douzaine de stands où il y avait ça. Et globalement, bah, la plupart, ils étaient sur, pas ce modèle-là, mais sur des trucs similaires avec un smartphone dedans. Autre dispositif de visionnage sont les écrans tactiles, les bornes tactiles. Parce qu'on fait un film, une vidéo 360, c'est très bien pour l'entreprise, mais la question, c'est comment on va le valoriser. On aura un certain budget de production, on reparlera rapidement de fourchette de production. Il y a un moment, si jamais c'est juste pour une opération ponctuelle, si c'est juste pour un coup de buzz sur les réseaux sociaux, voilà, le retour sur investissement, il faut quand même qu'il soit présent. Donc, une des choses qui permet de valoriser, c'est de se dire, par exemple, un film de présentation de l'activité de l'entreprise, de visite de site industriel. Bah, imaginez qu'au siège, au niveau de l'accueil, on ait une borne qui permette aux visiteurs qui patientent en 2-3 minutes, finalement, de voir un site de l'entreprise, d'avoir une présentation de l'entreprise sous forme ludique, avec justement cet écran tactile où la personne peut se déplacer. Ça marche assez bien. La version beaucoup plus évoluée sont les nouvelles, c'est déjà quelques temps, mais bornes VR. Ça, on a ce genre de borne qui a été développé notamment pour des sites touristiques. Il y en a à Paris, il y en a eu ailleurs. Donc ça, c'est encore une autre solution qui est plus immersive évidemment que la borne tactile. Après ça, on passe au casque. Alors, le truc classique, c'était le casque, on ne voit pas très bien la photo, mais le casque relié à un ordinateur. Alors pourquoi ? Parce que la vidéo 360, la réalité virtuelle, ça demande une grosse puissance informatique. C'est un peu le souci. Les smartphones, c'est bien, mais souvent, ça rame un peu pour lire les vidéos. Donc la solution, c'était d'avoir un très gros ordinateur, un très gros PC avec un casque relié par un câble. Alors ça marchait bien, sauf qu'on avait quand même une tresse de câble reliée à la tête. Moi, je ne dois pas être doué, mais à chaque fois que je consulte des films sur ce type de système, j'arrive toujours à m'étrangler avec les fils. Donc, globalement, le fait d'être relié à un câble, ce n'était pas très pratique. Ça avait un peu cette limite. Quand on veut tourner plusieurs fois sur soi-même, on est vite arrêté dans son mouvement. Et du coup, on en est venu à ça. Ça, par exemple, c'est l'Oculus Go, hein, qui est une boîte française, je crois, qui a été rachetée par Facebook. Et c'est aujourd'hui un petit peu le standard, alors qui est sorti il y a un an et demi. Pas très cher. Il faut savoir que les casques avec smartphone, il y a 2 ans, chez Samsung, c'était le smartphone le plus haut de gamme, plus un casque optique un peu comme ça. C'était à peu près 1 000 € par 900 000 € par casque. Ça, aujourd'hui, ça vaut 220 à 250 € en fonction de la capacité de stockage. Et du coup, ça devient un petit peu plus accessible. On commence à se dire que si on veut en avoir 2-3 pour des visites d'entreprise, enfin pour présenter à des visiteurs en entreprise, pour confier à des commerciaux export, pour avoir sur des événementiels, évidemment, on peut toujours en louer quand c'est de l'événementiel, mais voilà, acheter du matériel à 250 €, c'est un peu plus facile à budgéter que si jamais il faut acheter 6 casques à 1 000 €. Et ça marche bien. Voilà, on commence à avoir des rendus qualitatifs. Et puis enfin, pour finir, c'est les dispositifs de visionnage. Alors, l'inconvénient de tous ces systèmes, en fait, ce qui est souvent reproché, c'est l'expression n'est pas de moi, hein, donc ça n'a pas de rapport, il n'y a pas de connotation médicale, mais un côté un petit peu autistique de l'expérience 360 quand on est au casque. C'est-à-dire, on a son casque, on est déconnecté de l'environnement, on ne sait plus ce qui se passe autour, on ne parle pas aux autres, et quand vous voyez les pires photos sur ce type d'expérience, vous voyez des gens un peu la bouche ouverte, le sourire béat, qui regardent. Voilà. Ça, pour les gens en communication, c'est un peu comme du media training, c'est comment s'entraîner à rester digne lorsqu'on utilise un casque de VR. Mais du coup, on ne peut pas participer quand on a ce type de choses, on est isolé. Donc, il y a des systèmes un peu grand format qui existent, soit des systèmes de dôme où l'image va être projetée sur soit une demi-sphère, soit avec le sol 360, ou des dispositifs de cage pour événementiel. En bas, ça c'est par exemple une société qui a exposé au dernier salon sur l'événementiel qui a eu lieu à la porte de Versailles, où on a des murs de panneaux LED. Donc ça, c'est un moyen d'être à plusieurs et de participer à plusieurs à une expérience 360. Dernière modalité, c'est par exemple ce qu'a fait la Cité de l'Architecture. Alors malheureusement, je crois que ça n'est pas accessible. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé de moyen d'y participer. C'est la Cité de l'Architecture qui a une visite
virtuelle, je crois, de la pyramide de Khéops, alors c'est dans les sous-sols du palais de Chaillot, où ils ont tout un système de capteurs. Alors on ne le voit pas très bien, mais sur les murs, on voit des espèces de tout petits trucs. Et en fait, les gens ont un système qui, pour le coup, on est sur l'image de synthèse, et les gens peuvent se déplacer dans la pyramide et donc déambulent dans cette cave, ce sous-sol. C'est aussi le principe qu'on a sur des salles de réalité virtuelle. Et pourquoi les gens peuvent faire ça? Alors d'abord parce qu'il y a des capteurs partout qui permettent à un énorme ordinateur de savoir où il se trouve. Et puis en fait, ils portent ce type de choses qui est un sac à dos, en fait un ordinateur sac à dos. C'est des trucs qui commencent à se développer pour la réalité virtuelle. C'est-à-dire que pour que les gens puissent les images de synthèse de la visite comme ça en 6 degrés de liberté où on peut avancer, etc., ça demande beaucoup de puissance. Et donc pour que les gens puissent avoir ça, ils ne pourraient pas le faire avec un casque comme ça. D'abord, on n'a que 3 degrés de liberté, et puis surtout, ce n'est pas assez puissant. Donc, ils ont un très gros ordinateur portable sur le dos. On va parler rapidement de la production de vidéo 360, puis après ça, on va revoir des exemples. Globalement, qu'est-ce qui est important? La vidéo 360, la partie d'écriture et de préparation est encore plus importante que sur la vidéo traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a des budgets qui, même s'ils sont plus accessibles maintenant, restent importants. En tout cas, sont plus importants que sur de la vidéo classique. Et puis, on a quand même beaucoup à la fois de contraintes et de spécificités de la vidéo 360. Donc, il est très important de bien préparer les projets, et ça prend du temps de préparer les projets, notamment pour une chose simple, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la vidéo 360 ou de la vidéo réalité virtuelle. Ce qu'il faut, c'est que ça ait un intérêt. Quel est l'intérêt de faire de la vidéo 360? Il faut avoir, d'abord, quelque chose qui se passe sur la totalité de l'environnement. Il faut que l'environnement, tout l'environnement autour de soi, ait un intérêt. D'abord, il vaut mieux que l'environnement soit esthétique, pas dire beau, mais qu'il y ait un intérêt esthétique, qu'il y ait de l'action qui puisse se passer, ou en tout cas des actions qu'on puisse mettre en scène. Mais si jamais on fait de la vidéo 360 et que finalement on a juste quelque chose d'intéressant, d'esthétique face à soi, que le reste est laid ou sans intérêt, et qu'il ne se passe quelque chose qu'en face et rien derrière, rien au-dessus, rien en dessous, on ne fait pas de la vidéo 360. On fait de la vidéo classique et puis on filme un axe et puis c'est beaucoup plus simple, ça coûte moins cher. Donc il y a vraiment cette question centrale qu'il faudra toujours se poser, c'est la vidéo 360 a un vrai intérêt, mais il ne faut pas la mettre à toutes les sauces. Il y a des moments où ça n'a pas d'intérêt de tourner en 360. Ça n'apporte rien. Ça fait dépenser plus d'argent. Ce sera bien pour le producteur, mais pour vous, pas spécialement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est, donc, deuxième étape, évidemment, la partie tournage, où il faut bien raisonner à la fois image et son. Image en 360, ça, on l'a dit, c'est penser la totalité de l'univers autour de soi, dans le tournage. Donc ça, c'est le boulot du producteur-réalisateur, hein, de vous accompagner là-dessus. Mais globalement, il faut penser que, voilà, si vous êtes dans un cercle, un espace 360, on peut couper cet espace en 3 ou 4 parties. Vous avez en gros 3 portions de 120 degrés ou 4 portions de 90 degrés. Mais quand vous avez cet espace 360, il va falloir l'utiliser. Donc voilà, il y aura toute cette partie image de se dire qu'est-ce que je place dans les différentes parties de mon espace, qu'est-ce qui est intéressant. Ensuite, nous, ça nous apporte, au niveau du tournage, ça nous apporte des contraintes, c'est que dès lors qu'on voit tout l'espace, il y a la question où se met l'équipe technique. C'est-à-dire qu'en vidéo classique, vous avez quelqu'un qui cadre, vous filmez en face, et puis les autres, ils sont derrière la caméra. Mais là, vous ne pouvez pas être derrière la caméra. La caméra, elle regarde tout. Donc, ça amène certaines contraintes, et parfois, il y a des environnements où c'est très compliqué de tourner en 360. Voilà. Simplement pour vous amener à penser que on a un peu plus de contraintes de tournage en vidéo 360 et qu'il faut raisonner ça en fonction des lieux où on va tourner. Le son 360, je vous l'ai dit, sur l'immersion, c'est au moins la moitié de la qualité de l'immersion. Par contre, le son 360, c'est une partie du budget. Et le son immersif, c'est intéressant si on a un dispositif immersif. Si vous regardez, si vous avez votre spectateur qui regarde au casque de réalité virtuelle avec un casque audio, avoir un son 360, alors c'est quoi un son 360? Quand vous bougez avec un casque, le casque enregistre vos mouvements. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va compenser, il va faire tourner l'image, il va compenser votre mouvement pour que vous ayez la bonne partie de l'image en face de vos yeux.
Et avec le son, il va faire la même chose. Mettons que j'ai quelqu'un sur un chantier de moisson, j'ai une moissonneuse-batteuse qui est là. Si jamais je me retourne, il faut que le son que j'avais à l'oreille droite, je l'ai à l'oreille gauche. Et c'est ça le son immersif. En fait, c'est des techniques d'enregistrement et de diffusion qui font que le son me suit quand je tourne. On n'est pas forcé d'avoir toujours ce type de choses. Si vous faites un petit film de communication, une petite vidéo 360, dont l'obsolescence sera plutôt rapide, en tout cas vous ne prévoyez pas une grande pérennité, et qui ne sera consulté que sur les réseaux sociaux, qu'à plat, on sait que sur smartphone, si jamais le public que vous visez consulte ça dans les transports en commun, en regardant avec son smartphone, en bougeant avec le doigt, souvent il n'aura pas de casque. Prévoir un son spatialisé alors que vous savez que ce ne sera pas écouté, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc même chose, c'est toujours à raisonner en fonction de quel sera le dispositif sur lequel ça sera visionné, quelle est la pérennité du film, et évidemment quel budget on va y accorder. Après ça, rapidement, 2 étapes. Le stitching, ça c'est un gros mot, je vais vous expliquer ce que c'est. Le montage, ça c'est assez classique. Bon, ça on va passer, c'est juste pour vous montrer que des caméras 360, ça a souvent des têtes un petit peu bizarres. Ça, ce sont quelques caméras du marché. Il y a beaucoup de caméras qui n'existent plus, parce que dans les 2-3 dernières années, l'habitude, c'était tous les 6 mois, on avait une société qui faisait une caméra 360 qui déposait le bilan, parce que le marché n'était pas stable. Donc, ça évolue très très vite. Hein. Les caméras qui existaient il y a 1 an n'existent plus, souvent. Non, j'exagère. La post-production image, ça, on le reverra rapidement. Globalement, en fonction de votre exigence de qualité et du besoin d'immersion, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites ou pas. Par exemple, effacer le trépied de la caméra. On l'a vu sur les films National Geographic, quand vous regardez le sol, vous ne voyez pas de caméra. Si vous regardez ça au casque, vous serez vraiment immergé dans l'Antarctique, dans un film où vous êtes au milieu des requins, etc. Ce sera très immersif. Quand on regarde sur smartphone, si c'est pour une petite vidéo, même chose dont la pérennité ne sera pas énorme, que la boîte de prod passe du temps à aller effacer le trépied pour que ce soit très immersif, etc., ce n'est pas forcément toujours pertinent. Donc, on peut avoir d'autres solutions, ajouter un logo pour masquer le trépied. Ça fait partie des étapes de post-production. Quand on a des plans en mouvement, il y a 2 problèmes qui se posent. C'est que même chose, on essaye d'effacer la partie caméra, trépied ou opérateur caméra. Même chose, quand on a un plan en mouvement, si l'opérateur porte la caméra, il va falloir effacer l'opérateur, si on veut quelque chose qui soit propre. Autant vous dire que sur des plans en mouvement, c'est déjà plus de travail. Quand il faut effacer une personne sur un plan vidéo de quelques secondes, où on a 25, 30, 50 images par seconde, alors qu'elle se déplace et que l'image change tout le temps, ça se fait. Mais tout de suite, ça fait monter un petit peu les budgets. On peut ajouter des éléments textuels graphiques, ça je vais vous montrer des exemples. Augmenter, ça va être le principe d'augmenter par exemple une visite, un plan avec des informations sur l'entreprise. Et puis, bon, étalonnage des couleurs, ça c'est classique. Et la spatialisation du son, quand on a fait une prise de son qui captait tout l'environnement sonore, c'est être capable de traiter le son, le mixer, pour que la consultation immersive, elle se fasse bien. Un petit point rapide sur le stitching. Quand vous avez une caméra 360, vous l'avez vu, souvent il y a plusieurs objectifs. En fait, une caméra 360, c'est plein de caméras assemblées dans un même boîtier ou agrégées sur un même dispositif. Et en fait, vous avez, ça c'est l'exemple d'une caméra chinoise plutôt haut de gamme, 6 objectifs qui prennent chacun une partie de l'espace. Et ce qu'il faut faire, le stitching, c'est quoi? C'est on a ces 6 objectifs et on va recoller tout pour obtenir une image 360 sans couture, voilà, qu'on ne voit pas la démarcation. Et quand on regarde au casque, on ne voit pas de limite entre les caméras. Les grosses différences. En vidéo classique, on a le choix d'un axe caméra. En vidéo 360, en réalité virtuelle, on filme tout l'environnement à 360. Donc, quand même, une grosse différence. L'équipe technique est derrière la caméra de l'autre côté. D'un côté, en vidéo 360, soit on cache l'équipe technique, donc ça c'est toujours c'est un peu où est Charlie. C'était la blague de la responsable nouveaux médias chez France Télévisions, qui était de dire, dans les reportages, par exemple, ce qu'ils ont fait sur Roland Garros l'an dernier, essayez de me trouver dans l'image, généralement je dépasse un peu d'un pilier ou d'un truc. Ou sinon, il faut l'effacer à la post-production. Autant vous dire, c'est un petit peu plus de boulot quand il faut commencer à effacer des gens dans l'image ou effacer du matériel. Même chose, on peut éclairer très facilement en vidéo classique. En vidéo 360, si on éclaire, soit il faut cacher dans le décor les éclairages, et là on commence à être plutôt sur de la production un peu cinématographique,
soit il faut effacer tout le matériel, et même chose, on a pas mal de boulot. On est assez libre sur les mouvements, on peut avoir un montage assez élaboré parce qu'on peut ajouter des plans d'illustration, etc. En vidéo 360, vous verrez souvent, on a un montage qui est un peu plus basique. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand vous regardez en immersif, il vous faut un certain temps avant d'être immergé au sein d'un environnement. Par exemple, vous avez le truc du National Geographic, le temps que vous vous retrouviez sur ce bateau en Antarctique, vous allez regarder autour de vous, etc. Classiquement, en vidéo traditionnelle, des plans d'illustration, on peut faire des plans d'illustration qui font 3-4 secondes, ça ne pose pas de souci. En vidéo 360, en réalité virtuelle, ben non, en 3-4 secondes, vous n'avez pas eu le temps de bouger. Donc vous ne voyez pas ce qui est derrière, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc souvent, on a des plans qui sont plus longs. On va avoir des plans qui vont faire 8, 10 secondes, 20 secondes, voire 30 secondes, si on avait vraiment des choses qui se passent. Et du coup, ça amène à se dire que sur un 3 minutes, ben, au lieu d'avoir des plans de 3-4 secondes en illustration, si on a des plans de 20 secondes, on en met beaucoup moins sur un 2-3 minutes. C'est vite, 8-10 plans. Alors, on a des manières de gérer le montage, mais globalement, le montage est plus simple dans sa structure en vidéo 360. Et puis, il faut penser à une chose, c'est que la post-production, bah, aujourd'hui, on a une grosse limitation, c'est que ça demande des ordinateurs très, très puissants. Aujourd'hui, faire de la vidéo classique avec un ordinateur à 2000 €, ça ne pose pas de difficulté, mettons, allez, 2500 €. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire de la post-production en vidéo 360 en étant très à l'aise, c'est un ordinateur fixe ou portable à 10 000 €. Et avec une obsolescence très rapide. C'est-à-dire que tous les 1 an et demi, il faut se poser la question de changer les composants. Ça influe sur les budgets. Alors, ça, c'est le moment où, si j'avais des confrères producteurs de vidéo 360, ils m'étriperaient. Évidemment, il n'y a pas de budget fixé. Simplement pour vous donner un ordre d'idée. Parce que quand je rencontre des gens, la première chose aujourd'hui en vidéo 360, en réalité virtuelle, c'est de convaincre les gens que ce média a un intérêt, qu'ils comprennent un peu mieux comment c'est fait. Et puis la deuxième question qui vient, une fois qu'ils ont vu ça, ils disent « Oui, c'est bien votre truc, mais ça coûte combien ?» Parce que globalement, de la photo, de la vidéo classique pour du web, la plupart des gens ont des budgets en tête. Alors il y a 2 ans, jusqu'il y a 2 ans, moi, les fourchettes que j'avais, je vous en ai donné, c'est globalement qu'on était sur des productions entre 10 000 et 500 000 € par vidéo. 500 000 €, c'est un peu l'exemple extrême. On ne parle pas de cinéma 360, de ce qui a été fait au Canada, aux États-Unis, en France, sur du cinéma 360. Mais en vidéo institutionnelle, les productions, globalement, elles ne descendaient pas beaucoup en dessous de 10 000. Il pouvait y avoir des choses moins chères, mais un exemple qui avait été donné dans un salon professionnel, un producteur qui disait, il y a 2 ans, quand il avait le moins cher qu'il pouvait faire, c'était par exemple un gros réseau bancaire qui lui avait demandé de tourner par agence, dans des agences rénovées, un plan fixe de la pièce centrale pendant 30 secondes. Donc il posait une caméra, il déclenchait 30 secondes, et la partie tournage était finie, il allait faire la post-production. Et ça, à l'époque, il facturait ça autour de 5 000 €. 5 000 € pour un plan de 30 secondes. C'était jusqu'à 2 ans. Alors, ça, j'en ai discuté avec des confrères en production il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit, ça, globalement, ce type de budget, ça passe plus. C'est-à-dire que des grands groupes français, grands groupes au CAC 40, il y a 2 ans, leur dire, vous allez mettre 20 000 ou 50 000 €, on va faire un film 360 qui dure 2 minutes. Ils le faisaient parce qu'il y avait un côté nouveauté. C'était plutôt un peu la période d'explosion. Puis il y avait le côté buzz, nouveauté, ils voulaient être les premiers. Mais globalement, aujourd'hui, ils disent on va plus être sur ce type de budget. Donc aujourd'hui, les productions courantes, pour ce que je vois, pour ce que moi je peux chiffrer, pour les chiffres que j'entends de confrères, on est plutôt entre 5 000 et 20 000 € par vidéo, sur de la vidéo qui va être entre 2 et 3-4 minutes. Quand je dis 5 à 20 000, ça va être fonction du niveau qualitatif attendu, de l'immersion, le type de caméra utilisée, est-ce qu'on veut du son 360, du son spatialisé ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de mise en scène? Est-ce qu'il y a beaucoup de tournage? Est-ce qu'on a beaucoup de post-production, des plans en mouvement, etc. Donc il y a une fourchette qui est assez large. Descendant en dessous de 5 000, a priori, voilà, si aujourd'hui une entreprise qui dirait « moi j'ai une salle de production que je veux filmer parce que je veux montrer à un client et il y a un plan à faire et le plan ça va être un plan fixe de 1 minute, c'est pas en mouvement, etc. » Optimiser, être sur des budgets inférieurs à 5 000, ça doit être possible. Mais aujourd'hui, je vous donne une fourchette dans laquelle vous puissiez vous situer. Bon, je pense que vous avez ces chiffres en tête, mais aujourd'hui, sur de la vidéo classique pour le web, à la minute produite montée,
On tourne souvent entre 700 et 1500 euros la minute montée. Donc un 3 minutes, on est souvent entre 2000, 2500 et puis 4005. Donc on est sensiblement plus cher sur de la vidéo 360. On va passer aux usages. Et je ne sais pas combien de temps il me reste. Là, si jamais Pierre me dit c'est fini. Très bien. Je vais passer rapidement. À quoi ça peut nous servir dans nos secteurs? C'est surtout ça la question qu'on va se poser. Juste un petit point, je ne vous ai pas précisé. Je vous parlais de vidéo 360 et de vidéo en réalité virtuelle. Je vous disais que les deux termes ne sont pas complètement substituables. Oui, parce que globalement, les producteurs un peu stricts considèrent que la réalité virtuelle, ça ne s'applique que sur des environnements où on est véritablement dans un monde virtuel. Donc, typiquement, sur de l'image de synthèse, où vous pouvez vous déplacer dans l'environnement, vous pouvez interagir avec l'environnement, les gens qui sont un peu stricts vont considérer que la réalité virtuelle, ça n'est que ce cas de figure aujourd'hui et que le reste, c'est de la vidéo 360 parce qu'on est passif, parce que c'est de la monoscopie, donc c'est de l'image à plat et qu'on a juste l'univers 360. Voilà. Je ne vous l'avais pas précisé, je vous le reprécise. Globalement, les usages en agriculture, en industrie. Alors, quels sont les usages pertinents? La première chose, moi, qui m'a frappé sur la 360, c'était notamment en agroalimentaire. Les premiers tournages que j'ai faits sur de l'agroalimentaire, c'était sur de la production artisanale où les personnes m'ont dit bah, nous, on veut valoriser ce qu'on fait. Et en fait, c'était une usine qui avait un circuit de visite vitré. Donc déjà, 80% de leur production était visible par la clientèle qui venait sur place. C'était un petit site, mais il y avait 4-5 salles de production en U. Et ils ont dit, mais nous, on veut qu'on puisse voir ce qu'on fait et on n'a rien à cacher. Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est effectivement, la 360, ça apporte ce sentiment de transparence. On sait qu'en agriculture, on sait qu'en agroalimentaire, on est sujet à des crises médiatiques. On a un rapport de défiance du consommateur et beaucoup de secteurs se posent la question de comment passer cette barrière de la défiance du consommateur. Ça a été le cas pour le secteur de la viande, qui a été quand même un des plus touchés par les crises alimentaires. Mais en tout cas, bon, il y a plein de gens qui ont des vraies bonnes pratiques professionnelles dans ce secteur aussi. Mais ça a été le cas qui s'est posé partout. On a une grande marque qui fabrique des produits de salaison, Fleury Michon, dont un des mots d'ordre en communication, c'est la transparence. Il y a eu leur campagne de communication qui était « Venez dans nos usines ». Il y avait leur film sur la pêche en Alaska pour leur surimi. Cette question de la transparence, ça, pour le coup, c'est une vraie spécificité de la 360 parce que vous donnez ce sentiment, qui soit réel d'ailleurs ou faux, mais vous donnez quand même à la personne qui regarde ce sentiment qu'il voit tout. Et donc que vous ne lui cachez rien. On est d'accord, c'est une transparence contrôlée. Vous filmez ce que vous souhaitez filmer, vous n'allez pas filmer la totalité de vos sites de production, de vos sites industriels, mais en tout cas, ça, c'est un vrai point à valoriser, alors que la vidéo classique, il y a quand même toujours ce rapport de dire oui, mais vous filmez que ce que vous voulez. Vous filmez un axe et en fait, si ça se trouve, ce qui est derrière, vous masquez ce qui n'est pas bon. Il y a ce côté mise en valeur du coup du savoir-faire, que ce soit du savoir-faire artisanal, mais aussi des bonnes pratiques de fabrication. C'est-à-dire que globalement, on rejoint ce côté transparence, mais c'est de dire la vidéo 360, bah, moi, parce que j'ai de bonnes pratiques professionnelles, je suis prêt à ouvrir, alors pas physiquement mes sites et mon entreprise, mais virtuellement à l'ouvrir au grand public ou si je suis sur du B2B, à l'ouvrir largement à mes clients. En tout cas, à leur en montrer plus que ce qu'ils voient sur simplement de la plaquette imprimée ou sur mon site. Autre point, accéder à des lieux inaccessibles ou voir depuis des points de vue impossibles. Alors ça, je vais vous montrer un exemple qui est finalement assez simple. Hop. C'est mieux si jamais j'ai un lecteur pour lire ça. Voilà. Donc le principe, il est que même lorsqu'on est sur, par exemple, une visite du site, une présentation d'activité avec des gens qui sont là, on sait qu'il y a des endroits où on ne peut pas amener les gens. D'abord parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas accessibles physiquement, d'autre part parce qu'on a toujours les contraintes de sécurité. Alors un exemple, c'est celui-là. Alors là, ils nous disent qu'évidemment, c'est la 360. Ah. Alors,
Pourquoi un exemple? Le premier plan était intéressant, c'est surtout le premier plan que je voulais vous montrer. Je reviens sur le premier plan si ça veut bien. Sinon, je vais... Mais le premier plan, on était au sein de la machine, on était à l'intérieur des carters de protection. Et bien ça, globalement, évidemment, vous ne pouvez pas. Vous avez pas parfois, vous avez des machines de production ou des lieux où vous avez, pour des raisons de sécurité, des carters de protection où, sur un site de production, vous pouvez avoir une salle blanche. Vous ne pouvez pas faire rentrer des gens dans une salle blanche. Donc, ça vous permet d'être au plus près de l'action. Et ça, quand vous regardez au casque, effectivement, vous voyez vraiment, vous êtes à côté du robot. Même chose, plan impossible. Non, aucun visiteur ne va se suspendre à un robot qui est en pleine action. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se dire il y a des choses qu'on peut vouloir montrer, mais on ne peut pas amener les gens pour des contraintes de sécurité. Par contre, poser une caméra, que la production se déroule, bah ça se fait. Mais par contre, évidemment, on n'a pas d'autres solutions pour le faire. Un autre exemple. Voilà. Là, on est sur... ça a été fait, ça, je crois, au Canada. Non, pas au Canada, aux États-Unis. Donc, même chose, avoir un point de vue, j'allais dire, qui n'est pas possible habituellement, être sur la remorque lors des moissons, bah, évidemment, on a visuellement quelque chose qui est assez intéressant, assez sympa, mais pour des raisons de sécurité, on n'irait jamais mettre des visiteurs là-dessus. Donc ça fait partie des utilisations qui sont intéressantes. Alors je ne sais plus si c'est dans ce film-là. Je vais avancer un petit peu. Alors c'est pas dans ce film-là, je ne pourrais pas vous le montrer. Il y a un autre film en fait où ils ont mis la caméra au niveau des lames, juste de l'autre côté des lames rotatives de la moissonneuse-batteuse. Pour dire que là, effectivement, personne ne va s'amuser à aller dans ce type d'environnement. Donc voilà, vous accédez à des lieux inaccessibles, ça c'est un gros intérêt, et se retrouver immergé. C'est-à-dire qu'on a toujours cette sensation d'immersion, de présence qui est vraiment intéressante. Réaliser une visite partielle. Alors ça, bon, typiquement, on a commencé à le voir. L'autre exemple qui était présenté, c'était d'avoir une visite de site industriel. Je vais vous montrer un ou deux exemples, mais un des problèmes qui peut se poser, un problème que m'a soulevé un client, c'était de dire, moi j'ai des clients à qui je souhaite montrer mon activité, mais par contre, on a un souci, c'est que notre site est un peu ancien. C'était de la production alimentaire, mais qui travaille pour des clients luxe, hôtellerie étoilée, chef étoilé. Et le souci qu'ils m'ont exposé, c'est de dire, ce sont des gens qui sont habitués à être dans des univers très luxueux, les faire venir sur un site industriel, leur site était un peu vieillissant. Et ils ont dit, on a eu un souci une fois, on fait venir un chef, à la descente sur le parking, tout de suite, on a vu que ça allait mal se passer. Parce qu'il est arrivé sur un site qui datait de 50-60 ans. Alors, quelques salles du site avaient été refaites, et c'est ça qu'ils voulaient lui montrer, mais l'extérieur, il y avait un décalage trop important par rapport à ce à quoi étaient habitués leurs clients. Et du coup, leur problème, c'était de dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour ne montrer qu'une partie du site? Mais le client, si on l'amène physiquement, forcément, il verra l'environnement. Et du coup, la vidéo 360 pour ça, qu'on la regarde sur un dispositif à plat ou qu'on la regarde au casque en immersif, ça répond à ce problème-là. C'est-à-dire que je peux ne montrer que certaines parties de mon site, mais aujourd'hui, on sait que dans certaines grosses industries, les sites, voilà, c'est pas très sexy. Et du coup, montrer des parties de procédés intéressantes, mais extraire un peu de l'environnement général, c'est aussi un intérêt qui est réel. Scénariser, augmenter la visite, on l'avait vu, c'est pouvoir rajouter. Alors, je vais vous montrer un... Hop. Là, on est sous la forme d'un reportage, mais globalement, le principe est le même. Ça, c'est un reportage sur les fermes verticales aux États-Unis, donc sur de l'hydroponie, etc. Et c'est, voilà, on peut rajouter sur la 360 des commentaires, de l'infographie, etc. pour se dire, finalement, je montre, j'apporte des informations supplémentaires à simplement ce que je pourrais avoir. Et comme je le fais sur l'environnement 360, finalement, je peux avoir des choses qui sont... J'y arrive à me déplacer. Hop. Voilà. Mais vous voyez, ce type d'infos qui, globalement, serait repris sur une voix off, sur un sous-titre, etc., aujourd'hui, on peut aussi l'intégrer dans l'environnement et finalement, la personne regarde la partie, ne regarde pas la partie concernée, mais finalement, ça offre plus de flexibilité sur l'information qui est distillée
Alors, ça c'est un exemple, mais autre chose qui sera un peu plus... Je vous montre juste Bayer qui a fait... Alors là, même chose, on reprend ce truc de pouvoir intégrer, eh bien, comme on le faisait en vidéo classique, mais le gros avantage, c'est là de pouvoir se dire qu'on a la totalité de l'espace à disposition, et que par exemple, quand on a sur un endroit, sur l'espace 360, une partie qui est moins intéressante, on a aussi la possibilité d'y intégrer plein de choses. De la vidéo plate, du texte, etc. Ça a cet avantage aussi, c'est que en usage, je vais couper ça, mais en usage pour les réseaux sociaux, le problème qu'on a souvent, c'est si les gens regardent sur les réseaux sociaux, souvent ils ne mettent pas le son. Parce qu'ils vont regarder au bureau rapidement, ils vont regarder dans les transports. Donc on n'a pas la possibilité d'avoir une voix off ou d'avoir un commentateur. Mettre des sous-titres, on est très limité en vidéo classique parce que la place réservée pour du sous-titre, assez rapidement, ça amorce sur l'image et on ne peut pas vraiment mettre beaucoup de choses. Sur la vidéo 360, là, pour le coup, on a de l'espace. Donc si jamais on a besoin d'augmenter beaucoup l'image, ça a cet avantage de nous laisser de la place pour ça. Je vais vous montrer très rapidement un exemple en industrie. Je vais avancer un tout petit peu pour qu'on puisse... Ça a été fait par des confrères français, je n'ai plus leur nom. Donc, voilà. Typiquement, quand on présente un processus de production, le gros avantage, c'est qu'à la fois, là, on montre la totalité de l'environnement, mais en plus, on peut identifier physiquement chaque étape. C'est extrêmement pédagogique. Et ce n'est pas contradictoire au fait d'avoir, là, une voix off ou d'avoir la personne qui présente. Je ne sais pas s'ils ont réenregistré le son après coup, mais voilà. Une chaîne industrielle, c'est toujours compliqué à comprendre quand même pour quelqu'un qui ne connaît pas parfaitement le procédé. Et du coup, le fait de pouvoir augmenter la vidéo 360 d'un certain nombre d'informations apporte vraiment un côté didactique et pédagogique supplémentaire par rapport à de la vidéo classique. Ça permet aussi de scénariser, typiquement de pouvoir mettre en scène effectivement dans l'espace 360 différentes opérations à un moment, et aussi d'avoir des opérations non concomitantes. Ça, c'est un problème qui m'a été posé par une société qui travaille en industrie du poisson et qui m'a dit, nous, on a une activité, mais le seul problème, c'est que nous, notre activité est saisonnière. On va avoir, par exemple, certaines espèces qui ont une période de pêche à tel moment de l'année, donc on va les traiter, mais on aura aussi d'autres espèces qui sont à d'autres moments ou d'autres produits qu'on fait en saison basse. Et aujourd'hui, si on fait venir un client sur site, il verra. S'il vient en hiver, ça veut dire qu'il ne verra pas véritablement notre activité, mais même chose, si on veut lui montrer tout en même temps et qu'il soit quand même immergé sur le site et avoir cette impression, eh bien, la 360, c'est pas, le fait de pouvoir filmer des choses non concomitantes, ce n'est pas spécifique à la 360, on l'a aussi en vidéo classique, mais de pouvoir être immergé sur le lieu et de pouvoir avoir des choses qui sont décalées dans le temps pour des raisons de saisonnalité, de temps d'attente dans le process de fabrication, de fonctionnement de l'usine sur du 3.8, du 2.8, etc., ça, on peut le combiner au côté immersif. Les gros bénéfices, quand même aujourd'hui, de la vidéo 360, c'est globalement, ça véhicule une image de fort dynamisme. Alors, on aime ou pas ce côté nouveauté, ce côté technique ou pas, mais c'est vrai que pour le grand public, même pour les professionnels, si on a des clients professionnels, la vidéo 360, les entreprises qui s'y lancent, globalement, ça veut dire qu'ils sont prêts à se lancer sur un nouveau média qui est peut-être encore balbutiant, mais globalement, qu'ils ont un dynamisme au niveau de leur démarche de communication. Il y a, on l'a dit, ce côté de promouvoir une démarche de transparence. Et quoi qu'on fasse, le secteur alimentaire, l'agriculture, il me semble que la transparence est déjà incontournable, mais sera à terme de plus en plus indispensable. C'est bien adapté à l'événementiel. Globalement, on a toujours cette question sur un événementiel, un salon, sur un événementiel d'entreprise ponctuelle. Comment faire pour présenter des activités de l'entreprise et que ce soit un peu ludique. On est sur des secteurs industriels. Globalement, il y a des choses qui sont très... On a des sites qui ne sont pas toujours esthétiques. On a des activités qui peuvent être un peu inconnues du public. Et ce côté assez ludique de la 360 et de l'immersion en casque VR ou des autres techniques, est bien adapté à ce format-là. C'est bien adapté à un public jeune. Globalement, c'est quand même une question que se posent beaucoup d'entreprises.
Communiquer sur les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'alimentation pour des publics adultes, ça se fait couramment, mais par contre se pose toujours la question pour des publics plus jeunes, qui sont les futurs consommateurs, comment communiquer? Voilà, c'est quand même un média qui, pour eux, se prête bien. Petite partie, et là je ne vous mets pas de chiffres, j'ai vu ça, a priori les vidéos 360 sont plus partagées que d'autres médias, plus cliquées, plus regardées et avec un engagement plus fort du spectateur. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, ça évidemment je l'ai plutôt trouvé sur des sites de confrères qui sont producteurs eux-mêmes de vidéos 360, donc ils ont plutôt tendance à promouvoir leurs médias. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup, enfin les études restent partielles sur vraiment l'impact par rapport aux autres médias. Ce qu'on sait, c'est que comme le média est nouveau, effectivement, on garde quand même un effet là-dessus. Il y a quand même un effet de surprise. Ce qui est important, c'est évidemment d'avoir des contenus qui soient bien réalisés, bien pensés, avec une vraie préparation, une vraie scénarisation. On ne peut plus être sur ce qu'on était il y a 5 ans où il suffisait d'avoir un plan, je vais caricaturer, mais tourner un peu n'importe comment en 360, les gens n'avaient jamais vu, disaient « waouh, c'est super ». Et puis en fait, très rapidement, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de contenu et s'arrêtait, et puis je trouvais que finalement, ça n'avait pas d'intérêt. Donc il y a une vraie importance de réfléchir son contenu, de se dire, si je fais de la 360, pourquoi est-ce que j'en fais par rapport aux autres médias existants? Comment est-ce que je fais pour maximiser les bénéfices que peut m'apporter la 360 en augmentant, scénarisant, etc. Comment je le fais consulter et comment je vais décliner cette vidéo pour maximiser mon retour sur investissement? Quand on produit une vidéo 360, ce qui est important, c'est de se dire tout de suite, qu'on le fasse en une étape ou qu'on le fasse sur une durée plus longue, c'est de se dire, je produis un film, mais je peux très bien dire que dans l'immédiat, pour des raisons de budget annuel, je fais une version qui va être destinée aux réseaux sociaux regardée à plat, donc plutôt simple, et que par la suite, je la décline sur d'autres formats. Je peux retransformer une vidéo 360 en film classique, en recadrant dans l'espace 360 de façon virtuelle, en refaisant une espèce de mouvement de caméra virtuelle. Donc, on peut avoir un film 360 et se dire je vais le décliner aussi en version plate. C'est ce que font par exemple les chaînes de télé. Quand France TV, ils le font un petit peu, pas beaucoup, mais a un reportage 360 vraiment intéressant qu'ils n'ont pas tourné en reportage classique, pour la télé, eh bien, sur votre télé, vous n'allez pas pouvoir tourner. Donc, ils le recadrent pour le remettre en format 2D plat classique. Ça va être de se dire, je vais peut-être avoir une version stéréoscopique, ou alors je vais faire une version vraiment immersive avec un son plus travaillé. Ça, il faut le penser au tournage. Par contre, la partie post-production, on peut se permettre de se dire, voilà, sur une période de 6 mois, d'un an et demi, je vais peut-être décliner mon film, finalement pour un budget additionnel qui ne sera pas très important, mais je pourrais le valoriser sur le plus long terme. Parce qu'on est sur des budgets qui sont plus importants, et globalement, ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut maximiser le retour sur investissement. Évidemment, ça n'est pas un Eldorado, parce qu'aucun média, aucun support ne peut, sur une longue période, se vanter d'être l'outil miracle. Par contre, la 360, c'est un média en devenir. On le disait, globalement, les productions, elles ont vraiment commencé depuis 2 ans, 3 ans maxi, avec une démocratisation, avec un abaissement des budgets. Globalement, qu'est-ce qui va permettre que la 360, elle se généralise? Ça va être que les budgets soient plus accessibles. Aujourd'hui, trouver des entreprises qui peuvent mettre 5-10 000 euros dans un film vidéo 360, ça se trouve. Aujourd'hui, on sait qu'à 50 000, quand je vais voir des clients, si je leur dis c'est 50 000, 80% des clients vont fermer leurs portes en disant non monsieur, ça ne va pas être possible. Ce qu'il faut, c'est surtout penser spécificité de la 360 et ne pas se dire je le fais juste pour faire un coup de buzz, parce qu'on a déjà passé la période du buzz. Ça, c'était il y a 2 ans. Donc si on le fait juste pour se dire je mets n'importe quoi en ligne en 360, ça va amener du monde, ça ne sera pas le cas. Et par contre, se dire, pour nos secteurs, on a des vraies spécificités à utiliser, qu'on n'a pas sur les autres médias, ou qu'on a moins. Et ça, c'est vraiment pertinent, et on voit qu'il y a une montée en puissance dans le secteur. Il y a 2 ans, des gens qui proposaient des expériences réalité virtuelle, souvent en images de synthèse. Il y en avait, je pense, moins de 5 sur le salon de l'agriculture. L'an dernier, moi, j'aurais dû en compter une bonne quinzaine. En même temps, il y avait le salon du fromage qui était juste à côté. Pourtant, des entreprises plus petites, on avait moins le côté grands groupes ou groupes coopératifs, etc., des structures avec plus d'assises financières. Mais je voyais des PME au salon du fromage qui faisaient des visites d'usines, visites de sites de production. Et il y avait 3-4 entreprises déjà sur un salon qui est petit, des entreprises de plus petite taille.
Donc on a cette montée en puissance et c'est aussi le bon moment de commencer. C'est-à-dire que dans 5 ans, ce sera a priori un média banalisé comme les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'intérêt, mais aujourd'hui, jouer encore un petit peu sur ce côté nouveauté, ça on peut le faire, sous réserve qu'il y ait du contenu et que ce soit bien réalisé. Et je pense que c'est le bon moment pour commencer à entamer ce type de projet. Et à mon sens, à moins d'avoir vraiment les idées très claires, de commencer sur des petits projets pour monter en puissance, parce qu'il y a à la fois du côté du producteur, évidemment, un besoin d'expérience et d'expertise, mais aussi de l'entreprise. C'est vraiment au service de communication de penser en quoi est-ce que le média peut apporter quelque chose, pour quelles opérations de communication, quelles thématiques, quelle clientèle. Et ça se construit au fur et à mesure. On sait très bien que le secteur de la transformation, rien n'est figé, que les gens apprennent ce que, même des gens qui font ça depuis, qui sont un peu j'allais dire des vieux de la vieille, qui font ça depuis 5 ans, mais vous disent, c'est que il n'y a pas de grammaire dans la façon de filmer, de monter, etc. Ça se crée au fur et à mesure et que les gens apprennent tous les jours et que les usages évoluent tous les jours. À chaque rencontre avec un client, à chaque discussion, un client me dit, tiens, j'ai tel besoin. Ou parfois, le client a une idée à laquelle on n'aurait pas pensé. J'ai un client qui me dit tout d'un coup, moi j'ai toujours eu un problème, c'est que j'ai mes commerciaux export, mais je ne sais pas, ils ont une plaquette, mais pour présenter l'activité, voilà. Et ils savent que les commerciaux export, ils ne vont pas faire venir leurs clients export sur site. Même chose, un client qui me dit, moi je veux faire des visites de presse, des voyages de presse. Alors on sait que les voyages de presse, ça coûte cher. C'est déplacer 20-30 journalistes. Généralement, il faut les amener sur site qui est en province. Donc, ils ne se déplacent pas. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Quand la visite de presse est à Paris, dans un hôtel, dans un grand hôtel avec restaurant étoilé, ils se déplacent. Mais par contre, ils ne se déplacent pas toujours en province. Si le site est au fin fond de la Creuse, il y aura peut-être moins de monde. Et ce client me dit, tiens, finalement, moi, une visite de presse virtuelle, ce serait peut-être la solution. Ils disent, nous, on fait une conférence de presse annuelle à Paris. Et finalement, avoir des casques comme ça de réalité virtuelle, en ayant quelque chose de simple, mais les 4-5 opérations phares de notre process, avec des beaux plans tournés un peu augmentés, et on a 3-4 casques, voilà. Et ça, ce sont des usages qui sortent au fur et à mesure des discussions, et chaque secteur trouve ses propres usages.